Le mardi 27 janvier 2004, il y avait dans l'édition Charente-Maritime de Sud-Ouest un avis de recherche, quelques lignes et une bonne bouille, celle d'un homme de 46 ans, 1m73, qui portait des lunettes. Il était vêtu, lors de sa disparition, précisait l'avis, d'un pantalon jean bleu et d'un pull noir à bande blanche. L'homme s'appelait Éric Boulon. Il était précisé qu'il avait disparu depuis le 15 janvier précédent. À première vue, d'ailleurs, on pouvait s'étonner que cet avis de recherche soit lancé aussi longtemps après la disparition. Il est vrai que cette affaire, vous allez le voir, dès le départ, elle était curieuse. L'épouse de cet homme, Madame Corinne Boulon, était venue voir les gendarmes de Saint-Jean-d'Angély pour leur annoncer que son mari avait disparu. Et disparu dans des conditions bizarres. Cela s'était passé le 15 janvier, donc, 2 jours auparavant. Pas pressé de le retrouver, avait pensé à ce moment-là l'un des gendarmes. N'empêche, Corinne Boulon expliquait qu'elle était allée en centre-ville pour acheter du pain. Son mari, à ce moment-là, se dirigeant vers un distributeur de billets sur la place du marché pour retirer de l'argent liquide. Elle était donc rentrée dans la boulangerie et n'avait jamais revu son mari. « J'ai passé la matinée à le chercher partout, disait-elle, dans les rues, dans les bars où il allait avec ses copains. Personne ne l'avait vu. » Corinne Boulon ajoutait que son mari, employé à la communauté urbaine, était malade, en arrêt maladie depuis environ 2 mois. La cour d'assises de Charente-Maritime à Sainte est une assez grande salle aux boiseries claires. Dans le box, Corinne Boulon m'était apparue étrangement tranquille, j'allais dire soulagée. Elle avait accepté d'être photographiée avec son avocat, maître Jean Moulineau. C'est une femme de taille moyenne, la quarantaine, plutôt mince, de grands cheveux noirs et le visage un petit peu rond. Elle va dire un peu plus tard, oh, il voulait pas que je travaille, il disait que j'étais moins que rien, tout juste bonne à garder les enfants, il voulait pas que je me maquille, il voulait pas que je porte des jupes. Une voix grave, lourde. J'avais l'impression qu'elle avait baissé les bras, qu'elle acceptait tout finalement, le procès, les regards, les gendarmes, les photos, et le silence pendant que la présidente racontait sa vie. Madame, vous faites partie d'une fratrie de 3 enfants. Votre père, agriculteur, est mort en 83, votre mère est morte également à son tour en 2003. Vos parents avaient divorcé auparavant. Vous êtes allé jusqu'en 3e, puis vous avez obtenu l'agrément pour être nourrice, mais vous n'avez jamais exercé. Elle hoche la tête à chaque phrase du magistrat, comme si elle voulait confirmer. C'est finalement toute une vie de petit boulot et un premier amour avec un maçon qui s'est enfui en Suisse lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Alors elle a rencontré Éric Boulon. D'abord ils sont copains, ensuite un peu plus, et puis finalement ils s'installent et se marient alors que Corinne attend un autre enfant. À l'époque, elle dira à la présidente, à l'époque il était gentil, on s'entendait bien. Ben, ça n'a pas duré. Elle avait hoché la tête comme pour mieux se souvenir. Ben, lui aussi, Éric Boulon, n'avait pas démarré très fort dans la vie. Reste qu'ils auraient pu être heureux, mais le bonheur, c'est comme le loto, ça n'est pas forcément les plus méritants qui le touchent. Cependant, le récit de la disparition intriguait les gendarmes qui gardaient tout de même un œil sur la presque veuve. Et ce qu'ils apprenaient sur le disparu dessinait un drôle de personnage. Depuis toujours, Éric Boulon, ça buvait sec. Il était devenu même alcoolique profond, autoritaire, souvent violent, y compris à l'égard de ses enfants, pas trop considéré par ses collègues. Il aimait commander, mais pas trop travailler, il disait. Et les amis de Corinne, eux, racontaient, ça n'est pas un couple qui s'aimait, ils ne se parlaient pas, il y avait que du triste entre eux. Il allait même jusqu'à chronométrer le temps que je mettais à faire les courses. Elle dit cela, elle est toute droite dans le box. 2 choses turlupinées, comme on dit en Picardie, les enquêteurs. D'abord, le fait qu'un retrait de 180 € avait été effectué en milieu d'après-midi avec la carte d'Éric Boulon, le lendemain de sa disparition, au distributeur d'une banque de Saint-Jean-d'Angély. Bizarre pour un disparu de rester dans la même ville. Bizarre aussi le fait qu'on ait retrouvé ses papiers d'identité près de la mairie de Rochefort, à 40 km de là. Durant quelque temps, ces gendarmes se demandaient à quel jeu jouait le disparu. Il était là, puis il n'était pas là. En creusant la chose, ils ont appris qu'Éric Boulon souffrait d'alcoolisme chronique dont, je cite, « l'évolution cirrhotique paraissait irrémédiable ». Fin de citation. En gros, Éric Boulon était condamné, bien sûr.
En se soignant, il aurait pu retarder l'échéance, mais ce qui a intrigué les enquêteurs, c'est que par 2 fois, il avait été examiné d'urgence pour de légers comas en raison d'un surdosage médicamenteux. En fait, quand il sortait de l'hôpital, il allait mieux, mais son état s'aggravait de nouveau dès qu'il retournait chez lui, sans que l'on définisse précisément la raison de cette aggravation subite. Elle, Corinne, dira à ce sujet, oh bah vous savez, il se soignait parfois tout seul. Bon, Maître Chalvet, qui est l'avocat de la famille Boulon, soupçonne pourtant l'accusé de ne pas y être étrangère. En tout cas, au moment de sa disparition, là c'est l'officier de gendarmerie enquêteur qui tient à préciser les choses devant la cour d'assises, les témoignages que nous avions recueillis établissaient que l'état de santé d'Éric Boulon s'était considérablement dégradé, il avait beaucoup de mal à se déplacer et il ne pouvait s'alimenter seul. D'où la question que tous les jurés se posent, mais attendez, comment Éric Boulon, dans cet état, avait-il pu simplement traverser la place du marché à Saint-Jean-d'Angély, à plus forte raison, perdre ses papiers à Rochefort, là-bas? N'empêche, les mois passent et Corinne Boulon demande le divorce, prétextant qu'elle a été abandonnée. On sait aussi qu'elle profitera de sa liberté pour renouer une relation intime, comme on dit dans les vieux procès-verbaux d'adultère, avec un ancien amant qu'on va vite soupçonner, mais qui sera très vite également mis hors de cause. Toujours est-il que 2 ans vont se passer durant lesquels Corinne va vivre avec son secret. En fait, elle n'est pas seule à savoir. Sa fille, Marie-Catherine, savait ou se doutait de ce qui s'était passé. Corinne, elle, ignorait totalement qu'elle avait été mise sous écoute. Le 26 octobre 2005, une conversation interceptée fait comprendre aux gendarmes que Corinne n'a pas tout dit de ce qui s'était passé le 15 janvier 2004. Il la place en garde à vue. A dit l'un des enquêteurs, on a senti tout de suite qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Quand elle a commencé à parler, elle a avoué, elle avait l'air d'être soulagée. À ce moment-là, on a su le comment. Le pourquoi, vous verrez, c'est autre chose. Comment, page 2 de l'ordonnance de la mise en accusation, dans le cadre de son traitement, il avait été prescrit à Éric Boulon un médicament, l'Equanil, utilisé généralement pour traiter les troubles de l'anxiété. En novembre 2004, Corinne avait acheté les 5 boîtes au dosage le plus fort prescrites pour un traitement s'étendant sur plusieurs mois. L'expert qui déposera devant la cour d'assises précisera que ce médicament ingéré sans précaution peut entraîner la somnolence, mais aussi surtout des arrêts cardiaques et même le coma. C'est inscrit en toutes lettres dans la posologie, insistera le praticien, sous-entendant ainsi que Corinne ne pouvait pas ne pas le savoir. La présidente, vous connaissiez les dangers de ce médicament? Oui. Petite voix, il faut tendre l'oreille. J'avais lu sur l'emballage. Et le médecin me l'avait dit aussi. C'est l'aveu total, de toute façon, elle l'a reconnu. Elle ne revient pas là-dessus. Et le médecin va ajouter, la dose que Mme Boulon a administrée à son mari était non seulement mortelle, mais elle était 3 fois supérieure à la dose mortelle. Éric Boulon n'avait aucune chance d'en réchapper. Une seule chance, si, qu'elle change d'avis et qu'elle appelle tout de suite les secours. Corinne n'a pas appelé. Elle est allée se coucher. L'officier de gendarmerie poursuit le récit de ses aveux devant la cour. Il dit « Elle nous a raconté qu'elle avait pris un hachoir électrique, qu'elle avait réduit en poudre la totalité des cachets et qu'elle avait mélangé cette poudre avec 2 yaourts. Éric Boulon s'était plaint quand même du goût amer. Elle avait doublé la dose de sucre et lui avait donné à manger à la cuillère. Ensuite, son mari s'était endormi sur le canapé du salon. Il ronflait même très fort, avait-elle précisé, lorsqu'elle était montée se coucher. Auparavant, tout de même, un geste, elle avait recouvert le corps de son mari d'une couverture. La suite, vous allez voir, elle n'est pas facile à raconter. D'ailleurs, je me souviens qu'il régnait dans la salle d'assises un silence profond, j'allais dire horrifié.
Le lendemain matin, Corinne avait retrouvé le corps de son mari, évidemment totalement refroidi. Il lui fallait faire vite avant que les enfants se lèvent pour aller à l'école. Alors avec l'aide d'une brouette, et avant que les enfants se lèvent, Corinne avait transféré, on peut dire, le corps dans sa chambre à coucher. Puis les enfants partis, et toujours avec la brouette, elle avait transporté le cadavre au fond du jardin. Là, elle avait étendu une couverture, fait basculer le corps par-dessus la brouette, là. Elle avait recouvert le tout de brindilles, de papier et de plusieurs palettes de bois. Ça ne brûlait pas si facilement que ça. D'ailleurs, les corps ne brûlent pas si vite lorsqu'ils sont encore gorgés de sang et d'eau. On ne le sait pas souvent, ça. Mais Corinne ne le savait pas, et elle a dû revenir alimenter le feu plusieurs fois dans la journée. Le soir, continue la présidente, qui se réfère au dossier ouvert devant elle, vous êtes allé voir ce qu'il restait, n'est-ce pas? Elle hoche la tête, elle a peut-être acquiescé, mais personne n'a bien entendu. Comme il restait un morceau, le torse, je précise, la présidente se force à paraître détachée, naturelle, mais on sent à sa voix qu'elle a du mal tout de même à se maîtriser. Vous l'avez caché derrière une tôle. Ensuite, que s'est-il passé? Dites-nous. Là, avant de répondre, Corinne Boulon a pris comme une sorte de grande respiration. J'ai emmené les enfants à l'école, je suis revenu à la maison, j'ai ouvert un grand sac poubelle et j'ai mis le morceau qui restait. Il en restait beaucoup? Ah oui, ça devait peser lourd, ça devait faire dans les 15 kilos. Je suis allé près du plan d'eau, à Saint-Jean, et je l'ai jeté dans un des containers à déchets. Parenthèse, on n'a jamais retrouvé trace de ce tronc qui a dû être incinéré avec les autres déchets. Elle continue. Je suis revenu à la maison, j'ai ramassé les cendres et j'ai tout jeté dans le fossé. Quel fossé? Celui qui est devant la maison, là, le long du canal. Je précise, cette fois c'est la présidente qui s'adresse au juré, je précise que des fouilles ont été effectuées dans ce fossé, qu'un certain nombre d'ossements ont été retrouvés, mais qu'en raison de la forte crémation, aucun prélèvement ADN n'a pu être établi. En somme, personne aujourd'hui ne peut jurer qu'il s'agit du corps d'Éric Boulon. Le comment étant établi, il fallait connaître le pourquoi. La réponse est peut-être l'image dessinée devant la cour d'assises par l'avocat de Corinne Boulon, maître Moulineau. Je crois me souvenir qu'il ait dit « Cette femme, c'est une vie entière d'humiliation, de violence conjugale. C'est comme un ressort qu'on tire, puis un jour il se casse. » Le 14 janvier, son ressort à elle a cassé. Corinne, ce soir-là, avait eu envie de se libérer, d'être enfin maîtresse de sa vie, terminer ce mari malade à n'en plus finir, ces gémissements, ces odeurs qui lui imposaient. Au fond, Corinne voulait enfin avoir une vie de femme libre. Ça faisait 20 ans qu'elle attendait. Le temps en était fini. Finalement, les jurés l'ont cru, et peut-être même comprise. L'avocat général avait requis 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés ont estimé qu'elle en avait déjà payé une partie et que 15 ans de centrale, c'était suffisant. Elle a pleuré, tout de même, Corinne. Elle a pleuré, le visage livide à ce moment-là, derrière ses mains crispées sur les joues. La peur, sans doute, des années de prison, puis une longue partie de sa vie de femme, gâchée derrière les barreaux et les odeurs de cellules. Ou peut-être, a-t-elle simplement pensé que l'homme qui lui avait tout de même donné 3 enfants, cet homme-là n'aurait jamais de tombe, parce que c'était elle qui l'avait brûlé.